Ok. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que nous consommons tous au quotidien sans même plus y prêter attention. Ce dont je vais vous parler, on le consomme, on le boit, on l'utilise pour cuisiner, pour se doucher, on l'utilise pour quand on va aux toilettes. Évidemment, je vais vous parler de l'eau. Donc là, je viens de citer quelques utilisations classiques auxquelles on pense en général quand on pense à l'eau, mais il y a certaines utilisations auxquelles on ne pense pas forcément. On utilise de l'eau pour cultiver ce que l'on mange. Par exemple, pour faire pousser les graines de café qui seront utilisées pour produire une grande tasse de café, mettons un café americano, il y aura besoin de 1000 litres d'eau. On utilise aussi, sans le savoir, de l'eau pour fabriquer nos vêtements. Par exemple, pour cultiver le coton qui servira à fabriquer le jean que l'on porte, il faudra de 7000 à 10 000 litres d'eau. Et les exemples sont encore nombreux. Ces dernières années, une conscience s'est réveillée chez de nombreuses personnes et nous sommes de plus en plus conscients de l'impact de nos modes de vie sur l'environnement. Pourtant, il semble difficile de vraiment faire la différence à notre échelle, tant il faudrait changer de fond en comble notre manière de consommer et de vivre. Notre consommation d'eau, outre ses effets sur l'environnement, induit un problème en particulier dont j'aimerais parler aujourd'hui, à savoir le stress hydrique. Mais le stress hydrique, c'est quoi? Le stress hydrique, c'est une situation dans laquelle la demande en eau est supérieure à la quantité d'eau disponible. Les principales raisons du stress hydrique sont assez nombreuses et je vais les évoquer maintenant. Tout d'abord, il peut s'agir d'un facteur démographique. L'augmentation de la population mondiale fait que de plus en plus de personnes ont des besoins en eau. La modification des modes de consommation, elle aussi, joue son rôle, dans le sens où le niveau de vie augmente chez une grande partie de la population et par conséquent, cela induit plus de gaspillage de l'eau. Un deuxième facteur que j'aimerais évoquer, c'est le facteur industriel. L'activité humaine n'a jamais été aussi forte sur Terre. L'agriculture intensive consomme énormément d'eau pour irriguer les cultures en grande partie. La déforestation joue son rôle aussi. Et évidemment, la pollution par le biais, entre autres, des rejets industriels. Un troisième facteur que j'aimerais évoquer, c'est le facteur géographique et naturel. Je dis naturel entre guillemets parce que, comme vous allez le voir, c'est la nature qui a un effet sur l'eau et qui induit d'une certaine manière le stress hydrique, mais ce n'est pas la nature toute seule qui a fait cela. Vous allez le comprendre dans un instant. Le dérèglement climatique, qui induit par exemple de nombreuses sécheresses, des canicules, les inondations, le réchauffement climatique, évidemment, joue aussi un rôle. L'évaporation de l'eau, dans certains pays très chauds, l'évaporation de l'eau peut provoquer une situation de stress hydrique. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé de facteurs naturels, même si ces changements dans la manière dont la nature agit sont imputables à l'homme. Pour qualifier le manque d'eau, l'OMS distingue 3 catégories. Le stress hydrique, la disponibilité en eau est inférieure à 1700 mètres cubes d'eau par an par habitant. La pénurie d'eau, la disponibilité est comprise entre 1700 mètres cubes et 1000 mètres cubes d'eau par an par habitant. Et enfin, la rareté de l'eau, la disponibilité en eau est inférieure à 1000 mètres cubes d'eau par an par habitant. D'après l'ONU, à l'horizon 2025, les 2 tiers de la population mondiale seront touchés par le phénomène du stress hydrique. Toutes ces informations sont alarmantes et quelque peu déprimantes. Mais il est possible de limiter l'ampleur du phénomène et j'aimerais maintenant donner quelques pistes. 2 possibilités se distinguent et sont intéressantes pour éviter le stress hydrique. La première, c'est le dessalement des eaux de mer. Plus de 200 millions d'individus vivent au bord des côtes dans le monde. Pour dessaler les eaux de mer, il faut extraire le sel de l'eau des mers et des océans, ce qui permet de produire de l'eau douce sans avoir à surexploiter les nappes souterraines.
La deuxième option, c'est le traitement des eaux usées. C'est essentiel pour l'usage domestique de l'eau, pour arroser les espaces verts, pour nettoyer les espaces publics, pour l'irrigation des surfaces agricoles ou encore pour l'usage industriel de l'eau. Vous le voyez donc, comme tous les enjeux climatiques de notre époque, il est de notre devoir d'agir et au plus vite si nous voulons éviter la catastrophe qui se profile à l'horizon. Personnellement, je ne suis pas convaincue de la possibilité de vraiment éviter des changements très profonds dans la nature. Mais une chose est sûre, il est du devoir de l'humanité d'agir si nous voulons un avenir et si nous voulons que nos enfants et nos futurs petits-enfants en aient un aussi. En effet, la Terre risque de devenir hostile à notre espèce et aux animaux que nous côtoyons. Pourtant, la planète, malgré tous ces changements, sera toujours là. Mais nous, les êtres humains, peut-être que nous ne serons plus là. Merci.